Poitiers, nous voilà. Bonjour tout le monde. Bonsoir, il est 5 heures, c'est l'heure de la vidéo en direct. Voilà, alors 8 mai, et c'est aujourd'hui l'anniversaire du triste décès de Gilles Villeneuve, donc on va souligner ça d'entrée de jeu. Oui, 38e anniversaire déjà. Est-ce que tu étais assez vieux, toi, Antoine, pour t'en rappeler ou pas du tout? J'avais 5 ans. OK. Est-ce que je m'en souviens? Pas en tout. Pas en tout, non. Je m'en souviens pas. Je me souviens qu'on en a longuement Longtemps parlé, oui. mais non, je peux pas dire que je me souviens de ça. C'est pas frais à ma mémoire, pas du tout. Et comme mon père écoutait tout sauf la Formule 1, je peux pas dire que j'étais accroché à la télévision pour écouter les courses de Formule 1 quand j'étais jeune. Là, ça, c'est sûr. De mon côté, j'avais trouvé il y a quelques mois des anciens journaux, dont celui du lendemain de la mort de Gilles Villeneuve. Ouais. Donc, avec photos d'époque, témoignages et la page couverture qui disait que Gilles Villeneuve s'était carrément tué. Ouais. Donc, Oui, puis on c'était n'y allait déjà... pas dans la dentelle. Non, Puis on non, veut non. mentionner aux gens, parce que là, il y a déjà des questions. Ouais. Oui, on est à bord de la Grosse Brune et Germain prend place dans la 3e rangée pour cause de distanciation sociale. Parce qu'il faut le mentionner, on se trouve actuellement dans la grande région de Montréal où les concessionnaires automobiles sont encore obligés d'être fermés, alors qu'en région, on peut être ouvert. Fait que si jamais je prends la voiture en cours de route puis qu'on s'en va en région, là, tu pourras t'asseoir derrière moi. Oui, Tu sais, il y a comme... Ou même à côté. Ou même à côté. Mais à Montréal et dans les environs. Non, c'est ça marche pas. Fait que, oui, mort de Gilles Villeneuve, puis ça nous amène à parler de la réouverture des concessionnaires et de ces impacts-là. Je me suis entretenu ce matin avec Robert Poitiers, qui est le président de la CCAQ, pour une énième fois depuis le début de cette crise-là. Salut à Martin Morin, qui est avec nous. Évidemment, avec le report d'une semaine supplémentaire pour l'ouverture des concessionnaires de la grande région de Montréal, ce qui nous amène au 25 mai. Oui, puis ça a déjà été reporté 2 fois. C'est ça. Ben là, ça amène à 3 semaines d'écart entre les concessionnaires qui sont en dehors de la grande région de Montréal et évidemment ce qu'on appelle la CCM, qui regroupe 82 municipalités, si je ne m'abuse. Donc, c'est quand même pas rien. Écoute, ça a des impacts majeurs, mais très, très graves, ce genre de décision-là, pour une raison qui, à mon avis, est complètement superflue. Parce que, comme m'expliquait Robert Poitiers, et je suis 100% d'accord avec lui, c'est pas mal plus facile de gérer la foule dans un concessionnaire automobile que dans un Canadian Tire ou dans un Walmart. Et pourtant, dans ces magasins-là, à rayon, tous les départements sont ouverts. Il n'y a aucun problème. Mais dans les concessionnaires, en tout cas de la région de Montréal, on se limite au département du service. Alors, il y a une grande injustice. C'est le seul type de commerce où on divise l'accessibilité selon ce qu'on propose comme service. En département de pièces et services, c'est ouvert. Et d'ailleurs, je vous en raconte une pas pire. Hier, j'étais dans un concessionnaire Mazda, en fait Longueuil Mazda pour ne pas le nommer, parce que j'ai passé un véhicule à l'inspection. Et là-bas, il y a un centre de la SAC pour des véhicules d'inspection. Et une dame arrive au comptoir parce qu'elle a un problème avec sa Mazda 3. Et elle dit au commis de pièces que le différentiel arrière de sa Mazda 3 est défectueux. Ben oui. Je l'ai trouvé pas pire. C'est un problème récurrent. C'est un problème récurrent. Et ça m'a rappelé l'époque où ma coloc de l'époque, Anne, que je salue, avait un bruit sous son capot, puis elle se demandait c'était quoi. Elle avait une Sentra 93 à cette époque-là. On était au collège ensemble, puis j'ai dit, Anne, écoute, ça n'a pas de bon sens. Ton bearing de radiateur est fini. Cours vite au concessionnaire, allez faire changer ça. Et elle a sauté dans sa voiture. Elle s'est rendue chez Nissan de ce pas. Et pas besoin de te dire qu'elle a fait rire d'elle un peu. Fait qu'on en parle encore 20 quelques années plus tard. Ça, c'est des histoires de vieux, Germain. Oui. Tu comprends? Fait que ça m'a rappelé ça. Mais tout ça pour dire que moi, je suis rentré dans le concessionnaire Longueuil Mazda hier et j'ai trouvé ça fascinant de voir à quel point c'est organisé. Ben oui. À quel point ça fonctionne, là. Je veux dire, tu arrives là-bas, on te pose 2 questions à l'entrée, on te dit, est-ce que vous avez été en contact avec des gens qui ont le COVID-19? Est-ce que, vous avez visité une ferme dans les 14 jours? Jours, les questions traditionnelles, puis une fois que tu as dit non à tout ça,
ben tu entres, tu suis les flèches, tout est barricadé, tu n'as pas accès aux voitures, mais il y a des représentants des ventes qui sont sur place, avec qui tu dois prendre rendez-vous. Tout est organisé en conséquence. C'est quoi la différence entre faire les choses de la bonne façon comme ça? Ouais. Moi, je me dis, écoute, la Société des alcools est ouverte. C'est même pas organisé de même, là. Non, Il y a non, bien loin des de là. commerces où Loin tu de vas là. aujourd'hui où c'est pas organisé. Puis je veux dire, je veux pas prêcher pour ma paroisse parce que oui, l'industrie automobile me tient plus à cœur que c'est pas que ça l'industrie nous du tient- vêtement, là, C'est par pas que ça nous exemple. tient à cœur, c'est que c'est le deuxième moteur économique de la province. Bon, et les conséquences de ce qui est en train de se passer là, du refus d'ouvrir les concessionnaires de la région de Montréal, mais d'accepter de les ouvrir en région, ça n'a aucun bon sens. Ben, écoute, c'est pas. Oui, c'est comme l'air d'hiver dans les pneus, Oui, c'est effectivement. ça. Les conséquences de ça, c'est pas compliqué. C'est que là, j'ai su de source sûre qu'il y a des concessionnaires de la région de Montréal qui ont annoncé une fermeture définitive. Donc, au 25 mai, on n'ouvrira pas les portes à nouveau parce qu'on n'est pas capable, parce qu'on a eu des coups durs dans les dernières années, parce que le coup de grâce, c'est le COVID-19. Et on m'a nommé des concessionnaires qui ont été victimes, par exemple, de la construction à Montréal. Des concessionnaires dont l'accès était super restreint à la concession elle-même. Donc, les gens n'y allaient tout simplement plus. Et puis là, arrive le COVID-19, c'est le coup de barre. Alors, c'est fini, on peut plus réouvrir. C'est vraiment dommage ce qui se passe en ce moment. Puis Et là, on l'a reporté déjà 2 fois. Qu'est-ce qui nous dit qu'on ne va pas le reporter à nouveau? Semble-t-il que la date du 25 mai serait vraiment la bonne. Oui, mais c'est encore loin de nous. Si le nombre de cas, par exemple, venait à augmenter encore, est-ce qu'on va prendre ce risque-là d'ouvrir quand même? Ce qui est risible, en fait, c'est que lorsqu'on a annoncé qu'on ouvrait Montréal une semaine plus tard, on n'en a pas trop fait de cas. Sur le coup, c'est sûr que les concessionnaires étaient choqués. Bon, puis pas juste les concessionnaires, là, tous les types d'industries. Mais là, après ça, une deuxième semaine, puis là, une troisième semaine, comprenez quelque chose. Il y a des automobilistes qui ont besoin de changer de véhicule. Il y a des baux de location qui sont terminés. Il faut remplacer ça. Les voitures, elles n'appartiennent pas aux concessionnaires. Elles appartiennent aux banques, aux institutions financières. Donc, il faut qu'elles soient retournées. Et c'est beaucoup de paperasse de prolonger un bail de location pour quelques semaines. Alors, c'est beaucoup plus simple de dire, OK, on ramène les clés. L'inspection était faite, on ramène les clés, on achète une autre voiture. C'est pas aussi simple que de dire, continue de payer, exemple, là, un 49e mois la location. Non, c'est ça. Puis ce que ça a comme impact maintenant, pas besoin de te dire que les gens... En plus, les gens ont du temps. Donc, pas besoin de te dire que les gens quelqu'un qui demeure à Laval, OK? Puis qui a besoin de s'acheter une voiture, puis qui veut aller s'acheter une Nissan. Bon, ben il y a H. Grégoire Nissan à Laval, chez qui il peut aller, mais H. Grégoire Nissan à Laval est fermé. Donc, oui, il y a une possibilité de transaction par Internet, etc. Mais si lui, il veut aller essayer une voiture, s'il veut aller voir physiquement un véhicule, faire une transaction en bonne et due forme, on va aller à Saint-Jérôme puis on va acheter la voiture là-bas. Et tu vois, le gouvernement, ce qui a répondu à l'industrie, c'est ne vous en faites pas, les gens de la grande région de Montréal sont respectueux, sont compréhensifs, ils vont attendre que les concessionnaires ouvrent. Moi, je peux te dire que le son de cloche des concessionnaires est tout le contraire, parce que j'ai parlé ce matin à un concessionnaire de Drummondville, je ne le nommerai pas, mais lui, il me disait, l'achalandage chez moi, c'est pas une toute nouvelle clientèle, mais j'ai une grosse partie qui vient en dehors de ma région, des gens que j'ai jamais vus avant, là. Et donc, ça a un gros impact. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si des gens sont partis, par exemple, de Belleuil... c'est quoi de faire une heure de plus? C'est quoi de faire une heure de route ou 45 minutes de route pour aller acheter un véhicule en bonne et due forme? Alors, les gens sont en train de le faire. Et c'est vrai aussi pour le marché du véhicule d'occasion. Puis, effectivement, que ceux qui ont pris d'assaut le monde des transactions en ligne et les services en ligne, eux ont un petit avantage dans la grande région de Montréal actuellement. Il y a aussi beaucoup de concessionnaires qui sont, entre guillemets, indépendants, qui ont une ou deux bannières et qui sont
qui sont plus familiales, là, si on veut, qui, eux, n'ont pas toute cette infrastructure-là en ligne. Ben, pour vendre des c'est-à-dire véhicules. d'avoir un bon site Internet, d'avoir Oui. un système de communication à point, puis d'avoir des vendeurs allumés qui sont Oui. capables de faire Ça aussi, des c'est transactions important. de façon différente. Là, on les sort de leurs vieilles pantoufles. Ben, ça aussi, ça a un impact. Alors, ce que ça donne comme résultat, c'est qu'on réussit quand même à vendre des voitures de façon virtuelle. Ouais. Mais l'ironie là-dedans, c'est qu'en faisant ça, et ça, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, on enfreint un peu la loi. Parce que oui. tu n'as pas le droit, techniquement, de vendre un véhicule et d'obtenir une signature virtuelle pour... bon, il y a des vendeurs là, qui offrent des deals. Là. Et tu vois, il y a des Ils sont gars... en Là, train de se battre ouais, à en Cowansville, direct ça a l'air que c'est le meilleur deal là, Ah. pour un Honda Ridgeline. Bon. Tu vois, mais c'est drôle parce que ça m'amène à ça. Il y a beaucoup de concessionnaires qui ont pris d'assaut l'avantage qu'ils ont, Ben qui, on peut dire, est une concurrence assez déloyale. Là. C'est-à-dire qu'eux sont ouverts, puis à Montréal, on ne l'est pas. Donc, on fait des publicités en disant... À 30 minutes de Montréal, à 20 minutes de Montréal, venez nous voir en concession. Et puis là, il n'y en a pas de trafic. Et ça, on va s'en ennuyer. Ça, on va vraiment s'en ennuyer. Je te jure, là, moi, j'ai le bonheur de faire Rive-Nord, Rive-Sud presque à tous les jours de ce temps-là. Puis je te garantis que il n'y en a pas de trafic. Ben c'est non. une beauté de voir ça. va. Je vais vraiment m'en ennuyer. Je découvre des nouvelles routes. Là. C'est incroyable. Mais tout ça pour dire que c'est pas vrai. État, par exemple. C'est pas vrai que les concessionnaires... Non. C'est pas vrai que les concessionnaires de la grande région de Montréal vont être rescapés le 25 parce qu'eux vont être victimes doublement du COVID-19. Oui. D'une part, parce que là, sont fermés et puis ils vivent avec les conséquences. Il faut aussi mentionner que le mois de mai, c'est un des plus lucratifs pour des concessionnaires Parce que automobiles. le printemps est le moment que beaucoup de gens choisissent pour changer leur véhicule. Ben oui. Puis quand tu es dans un cycle de location, ben ça retombe toujours, Ouais. toujours au même moment. Et on l'a déjà dit, il reste beaucoup de 2020. Les 2021 arrivent aussi. Donc, c'est un peu un moment charnière là, Ouais. dans l'année. Non, puis c'est ça. Donc, ce que ça a comme impact, c'est que le concessionnaire souffre déjà parce qu'il est fermé en ce moment. Et le jour où il va ouvrir, si c'est le 25, parce que on dit toujours si, là, ben là, lui, il n'y aura pas toute la clientèle qu'il devrait avoir parce qu'il y a plusieurs acheteurs qui ont décidé d'aller voir à 40 minutes au nord ou au sud pour se procurer un véhicule dans une autre concession parce qu'eux étaient fermés. Fait qu'on vient tirer sur les concessionnaires de Montréal 2 fois plus qu'en réalité. Puis ça, j'appelle ça une concurrence déloyale. Et là, tu as la CCAQ qui essaie, évidemment, de régler cette situation-là, mais on s'entend que ça ne se réglera pas en criant ciseaux. C'est vraiment pas évident. Puis on a des pouvoirs limités. L'idée est de représenter l'ensemble des concessionnaires au Québec, mais c'est ça, on peut pas faire plier le gouvernement non plus. Là. Non, fait que c'est bien évident que, tu sais, bon, les groupes de concessionnaires actuellement sont ceux qui souffrent le plus. Parce qu'on peut penser qu'ils sont très puissants quand ils vendent beaucoup de voitures, Ouais. mais quand ils n'en vendent Ils pas, sont très lourds. ils quand doivent vendent rien. supporter beaucoup d'employés. Premièrement, là, on parle un groupe comme Albi ou Parc Avenue, là, on parle de quoi? 6, 7, 800 000 employés, quelque chose comme ça. Donc, C'est les beaucoup de monde. employés, Les infrastructures, L'inventaire, aussi, ça là. se compte par dizaines de millions. Là, quand tu as 30 concessionnaires comme ça, là, c'est Oui. incroyable. Alors ça, faut que ce soit encore dans le fond de l'auto, ton ami. Ben C'est oui. ça, oui. Je bouge pas. Fait que c'est ça. Les concessionnaires doivent supporter des inventaires qui sont incroyables et ça va donner lieu à des fermetures de concessionnaires. On sait qu'il y a des gros groupes qui ont déjà annoncé la fermeture. On peut penser à des concessions du groupe Albi, à des concessions du groupe Parc Avenue. On a déjà annoncé des fermetures. Est-ce que le COVID est une raison pour faciliter la fermeture de ces endroits-là? Est-ce que c'est la raison réelle? Ça demeure un peu nébuleux, mais il en demeure pas moins que pour ces gros groupes-là, ça fait très, très, très mal. Et les plus petits joueurs qui doivent composer avec c'est-à-dire des employés, un groupe d'employés qui sont capables de se soutenir puis de s'entendre ensemble, peut-être que c'est un peu plus facile. Mais encore là, il n'y a rien de facile dans l'industrie en ce moment. Fait que j'ai bien hâte de voir comment on va réussir à se sortir de là. Puis de toute façon, en attendant, là, pour tous ceux qui veulent acheter un véhicule et qui ne l'achètent pas chez un concessionnaire, j'en ai fait l'expérience, moi, il y a quelques semaines. Puis c'est toujours pas réglé. Je reviens avec la SAC, OK?
Et on avait parlé à Mario Vaillancourt il y a 2 semaines pour parler d'immatriculation, des problèmes d'immatriculation. C'est épouvantable. Et il nous disait qu'en à peine quelques jours, ils avaient reçu l'équivalent du 2 tiers des appels que la SAAQ reçoit sur une année. Ouais. Donc, des centaines de milliers d'appels chaque jour. Alors moi, là, pour vous donner une idée, voici le numéro de téléphone de la grande région de Montréal, le 514-873-7620. J'ai téléphoné à ce numéro-là depuis 2 semaines, 2 semaines et demie, au moins 200 fois. OK? Redial, recomposition. C'est toujours occupé. Jamais moyen d'avoir la ligne. Et juste avant d'embarquer en onde, tantôt, j'ai dit à Germain, mais regarde, je vais te prouver que ça sonne pas. Et là, l'ironie, c'est que ça s'est mis à sonner. Mais c'est là que j'ai réalisé que l'heure de fermeture, il était passé 4h30, fait que les bureaux étaient ouverts, fait que personne n'allait répondre. Mais c'est la seule façon... Ça serait peut-être une bonne idée, d'ailleurs, dans le contexte où il y a un achalandage énorme, de peut-être prolonger ces heures-là d'ouverture. Ben là, écoute... Désengorger le système, là, ça ferait peut-être... Ça, c'est un autre débat, puis je m'embarquerai pas dans l'ère des employés qui ont des cartes de punch, puis qui... Bon, je m'en vais pas là. Mais, écoute, oui. Il pourrait être ouvert 24 heures. Moi, s'il fallait, je me lève à 3 heures du matin pour pouvoir immatriculer ma voiture, mais je savais que je pourrais le faire, je le ferais. Peux-tu te le dire? Parce que là, c'est rendu un problème réel. Écoute, c'est pas des farces. Et j'ai même regardé tantôt pour acheter une remorque. Il n'y a rien à faire. Si tu veux faire, tu peux pas, là. Tu peux pas la plaquer. Tu peux rien faire. Fait que, bon, ça aussi, c'est un sacré problème. Puis c'est certain qu'au cours de la semaine prochaine, je vais reparler aux gens de la Société de l'assurance automobile du Québec pour voir ce qui a été fait à ce niveau-là. Parce que c'est sûr qu'on est conscient du problème. Mais en même temps, il ne faut pas oublier une affaire. Plus on dessert la population, plus on requiert des taxes, plus on requiert des sous. Et puis, on s'entend-tu que le gouvernement en a besoin? Parce que là, le 2000 par mois qu'on pitche partout, à tout le monde, va bien falloir, tu sais, c'est ça, puis les demandes de subvention, va falloir assumer ça à un moment donné. Fait que là, bon, je mélange des portefeuilles, tu vas me dire, là, je suis bien d'accord, mais il en demeure pas moins que le gouvernement a besoin de ses sous. Et la présence assez virulente des policiers de la SQ sur les autoroutes nous le confirme. Je te le confirme. Je pense que j'ai jamais vu autant de police sur les autoroutes du Québec que depuis le début de cette affaire-là. C'est incroyable. Jamais vu aussi peu de gens sur la route. Je parle pas des municipalités, mais vraiment la SQ, c'est incroyable. Jamais aussi peu d'automobilistes, mais jamais autant, à l'inverse, de policiers. C'est particulier. Ben, coudonc. Fait que voilà, on va espérer qu'il va y avoir une façon, une plaque artisan pour ta remorque. Je pourrais m'en gosser une en bois, là. Il y a toutes sortes de façons, mais... J'avais suivi à un moment donné une vieille Jetta sur l'autoroute et visiblement, elle avait perdu sa plaque d'immatriculation. Et le propriétaire était probablement doué en or plastique. Alors, il avait pris un carton vert fluo, finalement, et il avait écrit avec un feutre noir les 6 caractères de la plaque, et il avait écrit dans le bas, je me souviens, ça, c'était de toute beauté. Ben, coudonc. Et il roulait. Hey, d'ailleurs, je vais peut-être en profiter pour poser la question qu'on se demandait tantôt. Ce qu'on appelle un dolly, donc une petite remorque à 2 roues sur laquelle on accroche une voiture. Juste un essieu. Juste un essieu, et là, les roues arrière sont sur la route. Est-ce que la voiture qui est remorquée doit être immatriculée? Parce que si c'est sur une plateforme, on s'entend que non. Mais si la voiture touche l'asphalte, est-ce qu'elle doit être immatriculée? S'il y a quelqu'un qui le sait, dites-nous-le. Parce qu'on se posait la question tantôt. On n'était pas du même avis. Puis j'ai tenté brièvement de trouver la réponse sur le site de la Société de l'assurance automobile du Québec sans le savoir. Fait que, coudonc, ça manque à ma culture, mais j'ai hâte de voir. Moi, j'avais eu comme information que lorsqu'un véhicule touchait à la route, même si c'est juste par 2 roues, il devait être immatriculé. Mais en même temps, il ne roule pas. Donc, fait que si tu remorques une moto... Il y a une roue qui... Là, t'es correct. C'est ça. OK, parfait. Germain, tu voulais nous parler d'une collection une collection de 18 géométros. Oui. Donc, tu vois, il y a Charles qui dit, oui, dès qu'un véhicule touche à la route, il doit être immatriculé. Bon. Est-ce que pour une fois, j'ai peut-être raison? Bon, je vais te la donner, raison. Mais, oui, un morceau de robot pour Germain.
C'est notre ami commun, Sébastien, qui m'a envoyé cette semaine, et j'en ai fait une petite galerie sur le site du Guide de l'Auto. Il y a une dame de l'Ohio qui a mis en vente sur Marketplace, sur Facebook, une collection / un ramassis de 18 Géométro qui traînent dans le gazon depuis visiblement très longtemps. Des cabriolets, des 3 portes, des 5 portes. Des cabriolets. Ouais. Jaune serein. Ouais, avec l'intérieur en vinyle blanc. C'est beau, ça. C'était très, très, très chic. Et je trouvais ça absurde de voir autant de Géométro rassemblés et probablement immobiles. Puis on en demandait 9 000 $ US pour les 18 voitures. Qui étaient là en état d'épave. Là, fait qu'est-ce que tu peux prendre 2 moteurs 3 cylindres, les jumeler côte à côte, faire un V6 avec ça? Puis... C'est une excellente question. Il doit y avoir une façon, là. Je pense qu'avec du duct tape et beaucoup de temps, il y a moyen de faire quelque chose. Est-ce que tu peux mettre un moteur à l'avant puis un autre à l'arrière? Oui, 4 roues motrices. Puis, tu sais, tant qu'à là, faire du on bricolage... divague un petit peu, voilà, là. On divague un petit peu. Fait que si vous êtes fan de Géométro, écrivez-nous. Voilà, exactement. Bon, en attendant, il y a Cadillac là, qui dévoilait aujourd'hui en grande pompe le prix de son Escalade parce qu'il y a des gens qui ont plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Ouais. À 89 748 $ pour un Escalade d'entrée de gamme 2021 qui devrait arriver dans pas long. Et il y a quelqu'un qui te demande si tu es en train de faire un torticolis. C'est peut-être pas la position la plus confortable. Là, mais tu peux te virer de bord, hein? Tu as le droit. Comme ça? Non, mais l'autre bord. Tourne, Germain. Tourne. L'autre bord. L'autre. Encore. Non? Bon, on va le laisser faire, là, tant qu'il est confortable. Un côté comme l'autre, c'est hein? pas génial. Bon. Fait que, ouais, Cadillac qui a annoncé ça. Puis là, ça m'amène à parler aussi d'une quantité incroyable de modèles 2021 dont le lancement va être retardé. Et ça va avoir un impact aussi sur le Guide de l'Auto parce qu'évidemment, on commence, nous, la rédaction du Guide de l'Auto 2021 en ce moment. Et c'est très difficile de le faire parce que on sait qu'il y a des modèles qui ne changeront pas. Par exemple, la Nissan Sentra qui vient d'être lancée, le Kia Seltos qui vient d'être lancé, il n'y aura pas de changement majeur en 2021. C'est assez facile de donner nos impressions sur le produit. Puis bon. En temps normal, rendu au mois de mai, on a déjà là, une bonne quantité de textes décrits. Bon, c'est ça. En temps normal, mais là... C'est vraiment, vraiment différent comme situation. Donc, ça risque de nous amener peut-être au mois d'octobre pour le lancement du Guide de l'Auto. On se plaindra pas de ça parce que on préfère, nous, les auteurs, que le livre sorte plus tard que tôt, oui. Évidemment. Pour qu'il soit complet le plus possible. C'est ça. Puis à ceux qui nous demandent toujours pourquoi le Guide de l'Auto sort toujours de plus en plus tôt à chaque année, bien, cherchez pas. C'est une question de la maison d'édition qui nous dit que c'est la meilleure formule à adopter pour en vendre le plus grand nombre. Et les chiffres sont là pour le prouver. Alors, c'est bien difficile d'aller contre cette tendance-là. Surtout qu'on a un concurrent. Ça vous dit quelque chose, le concurrent du Guide de l'Auto? Peut-être. Alors, surtout qu'on a un concurrent qui sort à peu près à la même date. Donc, c'est toujours la question à 100$, c'est quoi un dolé en français? Oh, c'est une très bonne question. Oui, c'est ça. On a-tu un peu de temps pour y réfléchir? Ouais, pense-y, là. OK. Mais c'est quoi le nom de famille de Dolly? Ah, Parton. Voilà. Tu vois? Ça, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Alors... Je suis allé en vacances au Tennessee et dans la chambre d'hôtel, il y avait 3 posters de Dolly Parton. C'était génial. Bon, et maintenant, il n'y en a que 2 parce que tu en as volé un, je le savais. Non. Donc, c'est ça. Il y a bien des modèles qui vont être retardés. Puis j'ai hâte de voir comment on va commencer à nous distribuer l'information parce que pour l'instant, il n'y a pas l'ombre de l'annonce d'un nouveau lancement média. J'en ai entendu quelques-uns qui vont se dérouler aux États-Unis, notamment du côté des Cadillac CT4, CT5, version V aussi. Mais c'est pour les Américains, puis on s'entend qu'on n'est pas prêt de traverser la frontière. En tout cas, à prendre l'avion, puis on ne fera pas ça demain matin. C'est pas demain. J'ai bien hâte de voir comment tout ça va se dessiner, mais ce qui est certain, c'est que toute l'industrie automobile va être affectée. Parce que comprenez une chose,
on ne décidera pas, par exemple, de cesser la production d'un modèle en cours pour tout de suite lancer un nouveau modèle alors qu'il reste des millions de pièces pour fabriquer les modèles actuels. Moi, je pense, par exemple, à la Dodge Caravan. Sa production officielle devait cesser à la fin avril. On a cessé la production, je n'ai pas la date exacte, mais c'est certain qu'on va relancer la production pour quelques semaines, peut-être un mois et demi. On ne perdra pas tout ça. Non. Alors, ça va repousser probablement le lancement de la fourgonnette Chrysler Voyageur qui venait remplacer la Caravane comme modèle d'entrée de gamme. C'est difficile à dire. On attend depuis tellement longtemps la disparition de la Caravane que même si on attend quelques semaines de plus, je pense qu'on va être capable de s'en remettre. Oui, c'est ça. Bon, là, ça va être peut-être la même chose pour le Journey. Je pense que le Journey, la production était déjà terminée, remarque, là. Puis de toute façon, même s'il reste des pièces pour le Journey, elles vont servir. Oui. On s'entend-tu? Oui, Il y a assez de Journey sur la route et un grand besoin de pièces. Ça pourrait toujours servir, ça, il n'y a pas de problème. Oui, il y a quelqu'un qui dit « J'ai une voiture en commande, j'aimerais savoir s'il y a des transports de voitures depuis les zones d'importation. » Ben oui, en fait, il se fait des transports de voitures, mais le problème, c'est que les véhicules sont bloqués au centre de distribution. Après ça, elles ne peuvent pas se rendre. Donc, si la voiture doit prendre le train, par exemple, de Vancouver, s'en venir à Montréal, pas de problème, mais elle va être bloquée à Montréal. Et pourquoi on les bloque? C'est parce que les inventaires sont pleins. Ça ne donne rien d'amener des voitures ou d'acheminer des voitures dans des cours. Les cours sont pleines, alors on attend un peu. À moins que ce soit des commandes spéciales, il y a du cas par cas, c'est sûr, là. Mais il faut commencer par écouler ce qu'on a chez les concessionnaires actuellement. Moi, je pense à la petite Nissan Micra là, qui devait être disparue. Là. En avril, on avait annoncé que avril, c'était le dernier mois où on avait de l'inventaire. Il en reste encore. En mai ou en juin, ben voilà. Puis, tu sais, la Golf Sportwagon, on a rapatrié à peu près tout ce qui existe de Sportwagon pour le marché du Québec. On va en avoir jusqu'à la fin de l'année 2020. Là. Puis, c'est des modèles 2019. Fait que j'ai bien hâte de voir comment on va composer avec ça. Mais la formule d'arrivée et de production et d'écoulement des véhicules risque de changer. Puis ça va être du jamais vu. Tout va être décalé. Oui, absolument. Puis comment on va composer avec les valeurs de revente, avec les taux de dépréciation, avec les financements sur des modèles dont... il y a beaucoup de modèles 2019 encore en inventaire chez les concessionnaires. Là. Je regardais tantôt la Chrysler Pacifica. Le taux de financement pour un modèle 2019 ou un modèle 2020 est le même. Okay. Et on te vend le modèle 2019 à 1 000 $ de moins que le modèle 2020. Je ne sais pas, là, mais ne serait-ce que pour une question de dépréciation, tu achètes la 2020 tout de suite qui vaut en partant 4-5 000 $ de plus. Oui, donc, mais comment on compose? C'est ça. Puis il faut là. s'ajuster constamment. Donc c'est très, très, très difficile. Les vendeurs vont avoir des nouveaux frais de désinfection. Il n'en manque pas une. Ouais, peut-être. Ça se peut, ça. Hey, puis je peux-tu me permettre quelque chose? Vas-y. Je vais dénoncer un marchand de véhicules d'occasion de Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Iberville. Je ne le nommerai pas, là. Mais il est sur le bord de l'autoroute 35, pas loin de Saint-Alexandre, là. Et lui a vendu la semaine passée à une amie à moi une petite Hyundai Accent 2017 pour 10 000 $, grosso modo. Petite voiture bien propre, semble-t-il. Conditions impeccables, très belle, pas de problème. Le prix était honnête dans la mesure du marché. Jusque-là, tout va bien. Puis elle, c'est une fille, là, comprends-tu, elle use ses voitures jusqu'à la corde. Quand tu dis jusqu'à la corde, elle avait un Honda Civic de 405 000 km, là, un 2006 ou un 2000. C'était fini. C'était vraiment fini. Puis elle a besoin d'un moyen de transport minimaliste, fiable, pas compliqué. Bon. A priori, alors, elle achète la voiture. C'était un bon choix, elle achète la voiture en question, pas de problème. 200 quelques dollars ou 180 quelques dollars par mois sur un financement. Je me souviens pas du terme des détails, tout ça. Arrivée chez elle, elle ouvre ses documents, puis elle se rend compte que l'auto coûte 60 $ de plus par mois que prévu. Tout d'un coup, ça tombe du ciel. C'est pas compliqué. 60 ou 70 $ de plus par mois. Comme je te dis, elle m'a donné les chiffres, puis je me souviens pas exactement de tout ça. C'était quoi la justification? On a ajouté une série d'assurances à son insu, pour laquelle elle a signé, mais sans trop le réaliser. Sans qu'on lui explique non plus. Donc, garantie de remplacement
pour un véhicule d'occasion. Ouais. Assurance vie, invalidité, maladie grave, nomme-les, elle avait tout ça. Ça y coûtait ça à 5 500 $ plus taxes à un taux de financement sur une voiture achetée à 10 000 $. Et on ne lui avait pas officiellement dit. Puis je le sais, là, c'est la personne la plus honnête, la plus simple. Elle m'a appelé là, pratiquement en pleurs en me disant « Qu'est-ce que c'est ça? Y a-tu des recours? » Ben, je dis « Demain matin, tu t'en retournes chez le marchand, puis tu fais annuler tout ça. » Puis évidemment, pas besoin de te dire que la FNI en question a tenté corps et âme de lui laisser son assurance. Oui. Mais elle a dit « Garde, c'est ça ou tu annules mon contrat. » Puis elle a eu gain de cause. Mais faites attention quand vous achetez un véhicule d'occasion. Parce que comprenez une affaire. Là, lisez tout ce que vous signez, en fait. Comprenez une affaire, là, c'est... Bon, c'est une pratique que je considère dégueulasse. Puis je reviens sur le fait que le métier de directeur financier dans un concessionnaire, que ce soit du neuf, de l'occasion, oui, c'est un métier un peu ingrat parce qu'on vend souvent des produits qui sont pas nécessaires, à des prix qui sont considérables. Puis oui, il y a 1001 façons de justifier le fait qu'on achète une assurance ou X, Y, Z. Mais jouez carte blanche au moins, minimalement. Vous avez une job à faire. On sait qu'elle est payante, votre job. On sait que c'est plus payant de vendre une assurance vie sur une Hyundai Accent que de vendre une Hyundai Accent. Oui. Bon. Mais jouez carte blanche, au moins, s'il vous plaît. Soyez honnête, soyez franc, parce que ce genre de situation-là, c'est ça qui vient affecter la réputation de toute l'industrie automobile, les données directeurs financiers des concessionnaires qui en passent des petites vites. Moi, j'avais écrit une chronique il y a peut-être 1 an sur le fait que j'ai quelqu'un dans mon entourage qui avait acheté chez un concessionnaire Hyundai une Accent de 17 000 $ en deuxième chance au crédit qui allait lui coûter 46 000 $ sur 7 ans. Une Accent de 17 000 $. Ça devrait pas être légalement Puis moi, je me suis possible. élevé, j'ai pris ma voiture, je me suis rendu au concessionnaire, je suis allé parler au directeur des ventes, puis je lui ai montré le contrat, puis j'ai dit « Est-ce que tu trouves ça honnête? » Puis sa réponse, il était gêné. Mais sa réponse a été « Ben ouais, mais tu sais, c'est quoi ce métier-là, hein? » Tu sais, puis il bégayait, mais... Il devrait y avoir un encadrement législatif. Ça n'a pas de bon sens. Beaucoup plus sévère. Tu peux pas vendre une assurance ou 2 ou 3 assurances sur un véhicule pour arriver à 50 % et plus du prix de la voiture. Si quelqu'un s'achète une voiture à 10 000 $, c'est pas parce qu'il a gagné à la loterie, là. On s'entend-tu? Non. Donc, le minimum, c'est qu'on respecte un peu le budget du client, puis que si on tente de lui vendre un produit, on le fasse en bonne connaissance de cause, puis qu'on le fasse de façon la plus transparente possible. Et que si le client décide de prendre tout ça, bien que ce soit son véritable choix, là. Puis j'ajouterais ceci. Si vous êtes un vrai bon FNI et un vrai bon vendeur, vous allez trouver la façon de tourner vos phrases et de prendre avantage des produits que vous avez pour que ces produits-là satisfassent généralement le client. Oui, il y a des produits qui ne sont pas adaptés. Non, exactement. Tu apprends à connaître le client et en fonction de ses besoins et désirs, là, tu lui offres le package qui lui convient. Puis là, je le sais que c'est tentant. Là. On est dans le monde du COVID-19. Il y a moins de ventes qui se font. Oui. Tu vois, il y a Charles Audet. Il dit en tant qu'ex-FNI, tu as 100 % raison. Les directeurs des concessionnaires ne regardent pas comment c'est vendu. Ouais. Bon, bref. La game, on la connaît. Là. Elle est simple comme bonjour. Faites attention à ce que vous achetez. Puis au FNI de ce monde, je sais ce que c'est, ce métier-là, pour l'avoir fait. Là. C'est pas évident, mais jouez carte blanche, soyez francs, puis développez-vous des stratégies pour être capable de vendre vos produits de façon adéquate. On s'entend, vous n'êtes pas les gens qui faites le plus pitié dans un concessionnaire. Un bon FNI fait minimalement 100 000 $ par année et plus, et il y en a qui font beaucoup plus que ça. Alors, il y a moyen de moyenner. Puis si le client il est dans la dèche puis qu'il n'a pas besoin de ça, s'il vous plaît, faites pas exprès. Quand quelqu'un est en deuxième chance au crédit, de lui expliquer que vous êtes obligé de prendre la valeur à neuf, la garantie de remplacement, le ci, le ça, pour qu'on vous passe au financement ou pour qu'on vous réduise votre taux d'intérêt, là. On a entendu autant comme autant. Bon. C'est dit. Maintenant, le message est passé. Maintenant, quelques questions. Il y a Ludovic qui veut acheter un Ram 1500 2020. Mais qui a une balloune de 3 000 $ sur son véhicule actuel
et il se demande ce que tu lui conseilles avec ça. Bien, évidemment, moi, une balloune, d'abord, on va expliquer ce que c'est. Les gens le savent peut-être, là, mais une balloune, c'est-à-dire, c'est une dette encourue sur l'ancien véhicule. Ouais. Par exemple, monsieur a un Dodge Caravan 2015, le véhicule vaut 12 000 il doit 15 000 sur le véhicule, il y a une balance de 3 000 à payer, on prend ce 3 000-là et on l'applique sur le financement du nouveau véhicule. Sur un RAM 2020, d'aller ajouter une balloune de 3 000 c'est pas la fin du monde, mais on conseille jamais du surfinancement. Et là, il ne faudrait pas non plus que cette ballonne-là Se répète. grossisse. Là, Et faites attention parce que chez Chrysler, on est bon là-dedans. Oui, là. parce qu'après, en 2024 ou en 2025, on va arriver avec un nouveau RAM qui va être plus beau, plus ci, plus ça. Bon. On va vous rappeler pour vous dire qu'on a le nouveau. Puis Mais je vous dirais, Donc- pour avoir parlé à beaucoup de gens dans l'industrie, que les champions mondiaux du surfinancement et des ballons démesurés, c'est Kia. Ouais. Je veux dire, on dira ce qu'on voudra, là, une Kia, ça n'a pas de valeur de revente. Mais Ça enlève rien au ça produit. aussi, ça favorise, entre guillemets, Bien sûr. la ballonne parce que la dépréciation est plus grande qu'ailleurs. Bien sûr. Fait que, tu sais, moi, j'ai parlé pas plus tard que la semaine passée à quelqu'un qui doit 27 000 sur une Forte Non. 2015. Et j'avais rencontré l'an passé à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, un type qui doit 91 000 sur une Sedona de base. Une Sedona L, pas LX, là. Une Sedona de base noire Ça fait mal. à 91 000. Comment on réussit à passer ça? Exactement. Et comment on réussit à s'en sortir, là? Ben, en fait, le type en question, pour être honnête, lui, il s'en fichait. Parce que c'est une personne qui avait plus de 80 ans. OK. J'ai pas l'impression, de la façon qu'il parlait, qu'il y avait... Des héritiers. Bon, écoute, je suis pas rentré dans les détails, ouais. mais il en demeure pas moins que lui, garde, finance-moi ça tant que tu voudras, moi je vais le payer. Lui, il paye par mois. Ah, rajoute-moi une balloune, c'est pas grave, il paye, puis le jour où il sera plus là, il sera plus là, puis la fin des émissions est arrivée, puis voilà, tu sais. Mais quand tu as 30 ou 40 ans, c'est une... Puis je veux dire, des produits chez Kia qui se sont retrouvés sur la route et qui n'ont pas de valeur, de bonne valeur résiduelle. D'abord, on finance sur des thèmes trop longs parce qu'on n'est pas capable de louer. Donc, on va dire à un client, monsieur, je ne peux pas vous louer telle voiture, une Optima sur 48 mois, je ne suis pas capable d'être compétitif avec une Camry. Mais je vais vous la financer sur 7 ou 8 ans. Puis c'est ce qui fait en sorte que la personne dit, OK, bon, ben mon paiement est pas pire, mais tu vas être en équité négative pour 80 de ton terme. Ouais. Puis c'est sûr que tu vas vouloir la changer avant 8 ans. Oui, parce que en plus, le cycle le cycle de vie d'un produit chez Kia est court. Fait que la nouvelle Optima, par exemple, Ouais. elle va arriver plus vite que tu penses, puis tu vas être tenté de l'avoir. Exactement. Donc, c'est impossible de penser que tu vas t'en sortir si tu tombes dans ce pattern-là. Ouais. Donc c'est ça. 3 000, c'est pas catastrophique. C'est pas catastrophique, mais... Il faudrait pas empirer les choses avec... Mais 3 000, c'est quoi? Est-ce qu'on ajoute des taxes aux 3 000? Oui. Non, on n'ajoute pas des taxes aux 3 000, pas dans ce cas-là, mais on ajoute un taux d'intérêt. Oui, Puis bon, il faut le considérer, ça aussi. Fait que, ça étant dit, faites attention aux ballons. C'est ce qui tue actuellement l'industrie automobile. Puis les gens qui se sont retrouvés le bec à l'eau dans la période du COVID l'ont appris à leurs dépens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont payés des véhicules peut-être un petit peu plus chers que ce qu'ils auraient pu se permettre, qui ont étiré l'élastique un peu, qui ont rajouté une balloune sur la location d'un véhicule, puis là, ils ne sont pas capables. Mais le problème, c'est qu'il y a une dette au bout de la ligne qui est beaucoup plus grande que ce à quoi on s'attendait. Puis même si vous louez un véhicule puis que vous allez payer 55 ou 60 de sa valeur sur une période de 4 ou 5 ans, bien, sachez que vous êtes responsable de ce véhicule-là, de la totalité de ce véhicule-là pendant le moment où vous l'avez. Et si vous êtes en défaut de paiement, bien, on ne vous réclamera pas juste la moitié de l'auto, on va vous la réclamer au complet, comprends-tu? Fait que faut faire attention à ça. Question suivante, on a Charles, justement, qui possède une Kia Sedona 2015. Il est très satisfait. Il se demande quand est-ce que la prochaine génération du modèle va arriver. Donc, attends un peu, là, j'ai un blanc de mémoire. La 2015, c'est bien nouveau. C'est le même modèle que le modèle actuel. C'est l'actuel.
C'est pas demain la veille qu'on va renouveler ce modèle-là, parce qu'évidemment, c'est un modèle qui a été développé principalement pour des marchés comme le nôtre. Le marché de la fourgonnette ne va pas en s'améliorant. Alors, est-ce qu'on peut Donc, on va s'imaginer, moderniser est-ce que- peut-être, Ouais. on va optimiser, on va mettre à jour, on va faire des facelifts, ajouter des technologies à bord, mais redessiner le modèle, c'est pas demain la veille que ça va arriver. Et comme elle n'est pas très populaire, est-ce qu'on pourrait s'imaginer que ce serait la dernière? Non, moi, je pense pas. Je pense que Kia va demeurer dans ce marché-là parce qu'on en vend à l'international aussi Ouais. de ces véhicules-là. Puis, comme il n'y a pas beaucoup de joueurs, on s'est trouvé une niche. Oui. Ça a fonctionné. Maintenant, est-ce qu'on va décider de renouveler le modèle complètement à courte échéance? Moi, je pense pas. Moi, je pense pas du tout. Il y a Martin ici qui me pose une question. Ouais. Si les moyens le permettent, un financement sur 7 ans, est-ce qu'on est mieux de prendre un financement sur 7 ans qu'une location? Parce qu'en plus, on a vu des offres. Ça là, dépend dans les toujours derniers jours, là, ça dépend du véhicule, mais c'est pas compliqué. Un financement sur 7 ans, c'est trop long. Ouais. Parce qu'avant d'arriver à équité positive avec le véhicule, le temps est beaucoup trop long. Moi, j'y vais maximum pour un 6 ans, puis une location maximum pour un 4 ans. Le louer jamais pour 5 ans. Louer sur 5 ans, c'est se tirer dans le pied. On le fait avec une Honda Civic. De toute façon, ça a été dessiné une location pour 5 ans, particulièrement chez Honda, pour qu'on vous agrippe puis qu'on vous rende dépendant de votre situation. Pourquoi? Parce que Honda va louer une Civic sur 5 ans à 290$ par mois. Et la stratégie n'est pas compliquée. On vous rappelle 2 ans et demi après. Ramenez-nous votre voiture, on va vous rasseoir dans une autre voiture. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'à chaque fois, on vous rend vulnérable un peu plus. Parce qu'on va vous vendre une voiture à gros prix, on va modifier la valeur de la voiture qu'on prend en échange, mais votre dette au bout de la ligne, elle ne s'efface pas, elle ne se diminue pas. Vous n'êtes jamais gagnant, là. Donc, de louer sur des termes trop longs, puis de se laisser séduire par une nouvelle location, même si on vous dit qu'il n'y a pas de ballon comme tel, comprenez que le cycle de la valeur d'une voiture, c'est pas toujours le même. Je vais vous donner l'exemple d'une... Il y a Luc Pinchot qui rit, qui est un type que je connais et qui est exactement dans cette situation-là. Comprenez, quand vous a loué une Honda Civic en 2016, le modèle arrivait. Ouais. Il était tout frais, tout beau. Sa valeur était incroyable et on savait que dans 3 ans, cette voiture-là, sur le marché d'occasion, vaudrait son pesant d'or. Aujourd'hui, le véhicule a 5 ans. Ça fait 5 ans qu'il n'a pas changé. On n'y a pas touché. Il y a des gens qui ont loué sur 4 ans, qui retournent chez Honda, puis c'est encore la même auto. Fait que c'est pas super tentant. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a rappelé le client après 2 ans et demi, 3 ans. Viens ici, je vais te rasseoir dans une nouvelle Civic. Pour le même montant par mois. Le taux d'intérêt, évidemment, a baissé parce que là, on se force un peu plus pour la vendre. Ouais. Mais on vous la vend quand même au prix de détail à un taux de financement qui est juste un peu plus bas. Puis le prix de l'auto a monté un peu, ce qui fait en sorte que vous gardez à peu près le même paiement. C'est ça. On a repris votre voiture en Le échange. consommateur moyen cherche le même paiement mensuel, Ouais, peu ouais. importe c'est quoi. Puis on a pris votre voiture en échange en se disant, ben là, c'est le moment de le faire parce que là, elle a une meilleure valeur que ce qui est écrit sur le papier. Mais ça ne sera pas le cas avec votre deuxième puis avec votre troisième, Voilà. comprends-tu? Parce que là, l'engouement du début, il ne sera plus là. Fait qu'il faut faire très attention. Il y en a un qui dit que tu payes cash, oui. Bon, Ben, ben, c'est sûr que quand l'argent n'est pas un problème, ça va bien. Puis encore, je veux dire, si on vous offre un vrai financement à 0 0%, ça existe, bien là, ça peut être intéressant de le faire, mais encore, tu sais, Mais oui. même quand il y a des financements à 0%, il peut toujours y avoir une prime au comptant quand même. Non, bien, alors là, c'est pas un vrai 0 Non, ben, c'est c'est ça. ça. Tu sais, si on vous dit financement à 0 jusqu'à 84 mois ou 4 000 de rabais à l'achat comptant, bien, ton 0 il n'est pas 0 là. Fais ton calcul. Non. Tu sais, il y a ça qu'il faut considérer. OK. Bon, Robert, avec une question sur une Mustang. Oui, il a déjà possédé une Mustang 5 litres 1989. Il l'a beaucoup aimé. Et, Oui. Oui, moi aussi, je l'aurais beaucoup aimé. Et il envisage l'achat d'une GT 2020 automatique. Est-ce que c'est une bonne idée? Bon. Une Mustang, est-ce que c'est une GT qu'il y avait? Une Mustang 5 litres? On ne sait 5 pas. Une Mustang 5 litres en 89, c'était 4 roues, un volant puis un moteur. Oui. OK? Aujourd'hui, c'était un peu Ça plus n'avait pas de tenue de raffiné, route, ça avait des sièges de Ford Tempo. C'était un vrai muscle car dans toute la description qu'on peut lui donner.
Ça avait 225 chevaux. Ça faisait 6,6 secondes sur le 0-100, 220-225 km/h en vitesse de pointe. Mais je peux te dire qu'à cette vitesse-là, ça danse. Ça n'avait rien de stable. Le comportement, c'était épouvantable. Alors qu'aujourd'hui, la Mustang, c'est une vraie voiture sport. C'est ça, c'est une vraie Dire, sportive en plus. Une Mustang GT à moteur 5 litres, moi, je qualifie ça d'une voiture de luxe aujourd'hui. Oui. Puis c'est une voiture qu'on paie Ben, c'est 50 000 et plus. C'est là. le prix d'une voiture de luxe Bon. en plus. Alors, tu ne peux pas comparer les deux, c'est sûr. Maintenant, est-ce que vous allez être satisfait de votre Mustang 5 litres? C'est une voiture extraordinaire. Vous prenez un coupé Mustang 5 litres aujourd'hui, vous allez avoir une voiture d'abord qui ne perd pas trop de sa valeur, qui va vous offrir un comportement exceptionnel, une grande fiabilité. C'est une bagnole super efficace. J'ai pas grand-chose à lui reprocher, mis à part le fait que l'aménagement intérieur, j'ai toujours trouvé que ça avait été un peu raté dans la nouvelle Mustang. On aurait pu mieux aménager ça au niveau de la console centrale, etc. Puis, un petit point qui m'agace, ça c'est peut-être moi, là, mais jamais depuis qu'on a lancé cette nouvelle génération de la Mustang, on a offert ne serait-ce qu'un toit vitré ou un toit ouvrant. Ça n'a jamais existé. C'est ça ou une décapotable avec mais là, un toit souple puis un mécanique. Bon, c'est plus la même chose. Fait que ça aurait peut-être été le fun d'offrir l'option d'un toit ouvrant si c'était possible, moi je pense. Là, il y en a qui vont me dire, ouais, rigidité structurelle pourrait être atteinte. C'est moins bon. OK, mais un petit toit ouvrant, là, pas une porte patio, ça se peut. Enfin, bref. Mais pour moi, c'est une voiture extraordinaire, mais qui se compare juste pas du tout avec une 5 litres 89. Là. Que ce soit un coupé LX ou une GT de l'époque, on parle pas de la même machine. On vous retrouverez même pas la même genre d'essence, mais vous allez trouver le vrombissement d'un moteur V8. Ça reste un V8. Puis on a joué évidemment avec la sonorité mécanique pour que ce soit le plus envoûtant possible et ça marche. Et justement, l'actuel a une très très belle sonorité. Là. Franchement, ouais. Ça vient me chercher. Là. Y a pas Ils ont mis un petit oomph de plus dans la version Bullet, là, qui n'est pas déplaisant non plus. Voilà. Question 4, on a Eric qui possède un Subaru Crosstrek et il a l'œil sur le nouveau Mazda CX-30 2020. Il se demande si ça va être le même comportement hors route. Il y a un bon rouage intégral sur le CX-30. Mais c'est pas la traction intégrale non plus de Subaru. Ben, c'est-à-dire qu'il y a des avantages et des inconvénients. C'est un super bon rouage intégral. Par contre, moi, je pense pas que le véhicule est conçu pour faire du hors-route au même titre que la Crosstrek. Les angles d'attaque et de sortie sont pas les mêmes. Le dégagement au sol n'est pas le même. Fait que si c'est vraiment nécessaire pour vous, moi, je resterais chez Subaru, honnêtement. Puis, je l'ai conduit, j'en ai parlé récemment là, du CX-30, je l'ai conduit récemment pendant quelques semaines. C'est un véhicule que j'ai beaucoup aimé, mais à choisir, je reste dans la Crosstrek. Surtout si la conduite hors route, là, on s'imagine que c'est pas de la grosse trail, là, mais si la conduite hors route est un critère... Ben moi, ce qui m'a principalement agacé avec la CX-30, c'est la visibilité. Les piliers A, c'est épais, c'est tout le temps dans le champ de vision, ça m'agace. La lunette arrière, c'est tout petit. Et on en avait parlé ensemble. Là. Ça consomme à peine plus qu'une Mazda 3. Ça loge moins qu'une Mazda 3. Tu sais, l'intérêt pour ce véhicule-là... Ah, mais ça va se vendre parce que c'est le genre de véhicule qui est à la mode. C'est sûr. Puis les gens n'achètent plus de Mazda 3. Bon, ils en achètent encore, mais jamais comme c'était il y a 10-12 ans. Et elle n'a jamais été aussi bonne. C'est ça qui est paradoxal, finalement. Mais elle aussi, la Mazda 3, c'est une voiture affectée par une bien mauvaise visibilité. Je pense que c'est un élément qu'il faudrait regarder chez Mazda dans la conception des futurs modèles parce que sur le coup, tu le réalises peut-être pas, mais quand tu la conduis sur un terme un peu plus long, tu le vois tout, ça devient agaçant. Tu sais, sur le CX-30, c'est le pilier A qui affecte la visibilité, mais sur la Mazda 3, c'est vraiment le pilier C qui est énorme. Là. Est énorme. Alors, que penses-tu de la Kia Rondo à moteur 2.4? La Rondo, c'est une voiture, en tout cas, bon... c'est comme un véhicule hyper pratique. On appelle ça des monospaces. Et c'est vraiment un format de véhicule que le marché nord-américain a laissé tomber à tort. Je pense que c'est une erreur. On a abandonné les Mazda 5 de ce monde, les Chevrolet Orlando de ce monde, les C-Max, ce genre de véhicules-là. Et la Rondo, c'était une des plus pratiques.
avec la Mazda 5. Mazda 5, ce que j'aimais, c'est qu'on avait quand même des portes coulissantes. Mhm. Mais quand on avait fait les refontes esthétiques en 2012, là... C'était pas très chic. Hi, hein? Très chic. Mais, On avait plus l'approche d'une mini fourgonnette avec la Mazda 5, alors que la Rondo, c'était comme pas une compacte. non, pas mais une il y a de familiale l'espace, non plus. c'était agréable. Et à la maison, mes parents en ont un modèle de première génération, et c'est logeable comme c'est pas possible. On baisse la banquette arrière et c'est incroyable tout ce qu'on peut rentrer dans ce véhicule-là. Elle a remplacé finalement la Focus familiale qu'on avait à la maison. Ouais. Et c'est encore plus logeable qu'une Focus familiale. Donc, Il y en a un qui dit « Je préfère la grosse brune ». Oui, Bon, un petit peu moins économique, par contre. Oui. Un petit peu moins économique. Il y a quelqu'un qui me demande la Volkswagen Alltrack 2018, c'est un bon choix à long terme, bien sûr. Il n'y a aucun problème là. Évidemment, c'est un moteur 1.8 qui a fait ses preuves. Oui, c'est un moteur turbo. Oui, je recommande d'utiliser de l'essence super autant que possible, même si le moteur roule bien à l'ordinaire. Mais c'est pas une voiture capricieuse. C'est tellement solide, c'est tellement bien construit. Bon, ma soeur a une Golf depuis... C'est magnifique en plus. Là. Moi, la formule est gagnante. Le comportement routier est bon. On parlait de la Rondo qui était logeable, mais une Alltrack, là, tu peux en transporter du stock avec ça. Puis 4 roues motrices, tout ce qu'on veut se retrouve dans cette voiture-là et voilà. Bon, il y a Mathieu qui dit, je vais peut-être répondre à Vincent d'abord qui nous demande notre opinion sur le RDX. On en a parlé souvent. Oui. Lui, il regarde la version E-Spec comme bien du monde. Oui. J'adore ce véhicule-là, mis à part l'interface du système multimédia. C'est plus que de l'habitude que ça prend. Là. Je veux bien que les gens prennent un peu de temps pour s'habituer avec le système, mais c'est contre-intuitif. Ouais. Juste pour expliquer, là, c'est comme un pavé tactile. C'est comme si vous aviez une souris d'ordinateur, mais pas de souris. Oui. Puis je veux dire, c'est pas intuitif. C'est vrai que je peux pas dire que l'idée est pas méchante, mais c'est tellement plus simple un écran comme chez Chrysler, comme chez GM. Ford a un bon système aussi. C'est un beau fantasme d'ingénieur, mais... c'est ça. Puis on dirait que les Japonais, quand tu tombes dans le luxe, t'es obligé de compliquer la chose. Oui, parce que chez Lexus, c'est chez pas Honda. un de simplicité. Non, mais chez Honda, ça fonctionne. Là. Ouais. Alors pourquoi on s'est cassé la tête avec un système complexe, inutilement complexe, à mon avis, je ne sais pas. Il y a Mathieu qui se demande pourquoi les Durango sont boudés. Aucun problème avec les miens. J'en ai eu 2 en ligne. RPM les démolit. Ouais. Le Dodge Durango, c'est un véhicule... Bon, ça a vieilli. Ça a presque 10 ans de conception. Ça a une sacrée belle gueule. C'est très agréable à conduire. Configuration aussi à 3 rangées que le Grand Cherokee qui partage la même plateforme, lui, n'a pas. Là. Non, mais je veux dire, on s'entend que c'est pas le meilleur 3 rangées qui existe. Non. Mais moi, je plante pas le Durango. Le problème du Durango, c'est que les prix sont démesurés. Oui. Le prix d'achat d'un Durango est trop cher. Mais comme beaucoup de véhicules chez FCA, il y a des gros rabais. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de les louer parce qu'il y a des résiduels insignifiants. Donc, on vous les vend. Puis pour réussir à vous le vendre, souvent, on va vous faire une location maison court terme. On va vous le racheter, on va shipper ça aux États-Unis. Il y a toutes sortes d'entourloupettes qu'on va faire pour réussir à passer des Dodge Durango parce que financièrement, c'est un véhicule qui a été mal pensé. C'est pas un mauvais produit. Il serait temps qu'on le modernise comme bien des produits chez Chrysler, mais c'est loin d'être un mauvais produit. Et demande-moi si je préfère conduire un Durango ou un Toyota Highlander. Oui. Bon, on s'entend, mais... Et c'est un des rares intermédiaires à moteur V8, là, en plus. Il y a l'option du moteur V8, bien sûr. Moteur V8, mais, évidemment, il y a le 6, mais... Mais ce qui est drôle, c'est que l'an passé, on a vendu plus de Durango que l'année d'avant puis l'autre année d'avant. Il y a un regain de popularité, puis pourtant, ce qu'on a changé, c'est la grille, puis on a mis un petit une prise d'air sur le capot, comme sur les modèles RT. Puis ça a marché. Ouais. Ça a marché. Fait que souvent, ça tient à pas grand-chose. Compagnie de location à court terme. Ça, on en a mis aussi, là, ça, c'est sûr. Mais c'est pas un méchant produit, puis il y a de la demande dans le marché d'occasion, sauf que sont beaucoup plus intéressants lorsqu'on les envoie aux États-Unis.
Tu sais, des Durango, là, Dodge se bat pas pour en vendre. Là. Les concessionnaires Chrysler, ils veulent vendre du Ram, ils veulent vendre du Jeep. Des Durango, ils collent avec ça un peu. Puis il faut acheter un lot, partir une compagnie à numéro, faire de la location maison pour réussir à en écouler un bon lot. C'est un peu la formule, actuelle. C'est pas mal ça. On a fait le tour, je pense. On a fait le tour. Bon. Alors, on va souhaiter bon week-end à tout le monde. On va souhaiter à ceux qui doivent magasiner une voiture. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans la grande région de Montréal, soyez solidaires. allez au moins visiter le site web du concessionnaire. Ouais. Essayez de les rejoindre. Prenez rendez-vous avec eux. Salut à Roger qui nous offre un chin-chin avec ses verres de vin. Santé. Au moins encourager les concessionnaires locaux parce qu'eux vont souffrir énormément. Ouais. Puis ne vous dites pas que sont millionnaires, ils vont passer à travers. Faites attention. Quand vous regardez ce qu'il y a dans le cours puis vous vous dites que c'est une dette, vous allez rapidement comprendre que c'est pas évident à supporter quand on vend pas de véhicule pendant 2 mois et demi, puis que le gouvernement vous dit une autre semaine, vous allez attendre dans la période la plus importante de le l'année. moment fort de l'année, là. Moi, je pense que je reviens avec les érablières, là. Ouais. Mais une érablière, ça travaille toute l'année pour un profit sur 2 mois, puis là, le profit, cette année, c'est 0. Fait que ça fait très, très, très mal de rester fermé. Donc, bon week-end à tout le monde. Et puis, on reprend ça quelque part la semaine prochaine. Là, On va faire ça. Voilà. Bon week-end. OK, bye-bye.